Bienvenue à tous à cette discussion concernant la loi, mais surtout à ce moment où on célèbre les 40 ans de la loi de protection des terres agricoles et maintenant des activités agricoles, puisque c'est également le rôle de cette loi-là. Alors, pour l'Union des producteurs agricoles, c'est un moment important. On a, pendant les 40 dernières années, été un défenseur de cette loi-là et du territoire agricole, de sa protection. Aujourd'hui, on est moins seul, on se sent moins seul. On a beaucoup d'alliés pour défendre le territoire, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, au début, la loi n'était pas souhaitée par tous. Le monde municipal ne souhaitait pas cette loi-là. Puis on va revenir pendant les discussions sur l'historique. Je ne le ferai pas maintenant. Mais il y a 40 ans, l'Union des producteurs agricoles s'est résolument prononcée en faveur de la protection des terres agricoles parce qu'il y avait un développement anarchique des villes à l'encontre de la protection des terres. On a un fleuve magnifique, mais la majorité de nos terres agricoles sont de chaque côté de ce magnifique cours d'eau. Il y a les municipalités aussi, naturellement, parce que la zone habitable du Québec est relativement petite. Donc, il y a beaucoup de pression sur le territoire agricole. Un territoire qui est petit, il y a seulement que 4 du territoire agricole qui est en zone verte, en fait, qui est identifié comme étant le territoire agricole au Québec, 4 du territoire total, et 2 de ce territoire-là seulement est cultivable. L'adoption de cette loi était, de notre point de vue, une déclaration forte. Elle était visionnaire, avec une utilité concrète. Elle a d'ailleurs permis d'éviter des dézonages tout azimut, on le voit, un bar ouvert pour les élus et les promoteurs immobiliers. Malgré tout, même si beaucoup la trouvent trop sévère, on comprend qu'elle ne suffit pas à protéger complètement ce bien commun qui est notre garde-manger collectif, donc une ressource précieuse. Alors, bien qu'elle ait 40 ans, je constate toutefois que la prise de conscience est assez récente. Ça fait pas longtemps, en effet, qu'on en entend vraiment parler, que c'est une préoccupation dans les médias et pour le grand public. Alors, cette sensibilisation de la protection des terres agricoles s'accompagne d'une prise de conscience des coûts et des conséquences de l'étalement urbain et donc de la nécessité de densifier nos villes et nos villages. Donc, c'est là que ça rejoint l'architecture, si je peux dire. Oui. Alors, la densification, puis on parle de densification douce, adaptée à chaque milieu, permet de construire des quartiers mixtes où on peut vivre, aller à l'école, travailler, se détendre et faire ses courses à proximité. Alors, un tel cadre bâti favorise le transport actif, plus facile à desservir en transport collectif, puis les habitants sont moins isolés, plus autonomes, plus en santé, et les émissions de gaz à effet de serre sont moindres. Donc, en protégeant les terres agricoles et en freinant l'étalement urbain, on s'oblige à mieux planifier puis à construire des milieux de vie plus intéressants, plus respectueux des personnes et de l'environnement. Puis on répond ainsi à plusieurs enjeux en même temps, puis les bénéfices sont multiples. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est aussi la notion d'un organisme indépendant versus un conseil d'élus. On a besoin, dans un modèle de gestion d'urbanisation, d'avoir un conseil indépendant pour prendre certaines décisions qui sont difficiles à prendre collectivement quand on regarde des élus qui veulent développer leur territoire. Donc, ce modèle-là doit demeurer, il doit faire l'objet d'ajustements, mais il faut certainement reconnaître aujourd'hui qu'à l'époque, lorsque les municipalités avaient ces outils, il n'y avait pas de loi sur l'aménagement et l'urbanisme et non plus de loi sur la protection du territoire agricole. Dans la région métropolitaine de Montréal, entre 1964 et 1975, on avait perdu 20 000 hectares de terres agricoles. Ça, c'est 40 000 terrains de football américain, là. Il y avait une décision à prendre et il fallait la prendre. Les élus municipaux n'ont pas toujours un rôle facile, on le sait. Ils doivent livrer des services à leurs citoyens, ils doivent répondre à leurs demandes, ils doivent assurer des revenus à la municipalité. Et encore aujourd'hui, la seule façon, ou presque, pour les municipalités d'augmenter leurs revenus, c'est d'étendre leur territoire industrialisé ou urbanisé. Mais malgré ça, il y a de plus en plus d'élus municipaux qui résistent à cette tentation-là et qui tentent de trouver d'autres solutions. On voit maintenant des municipalités qui vraiment ont pris à cœur la protection de leur territoire agricole. Donc, tous ces éléments-là, puis là, je pourrais ajouter, maintenant, on a les PDZA, les plans de développement de la zone agricole que plusieurs MRC ont adoptés. On commence à travailler à leur mise en œuvre. Alors, tout ça, vraiment, dépend de la loi de protection du territoire agricole et de ce qu'elle a produit depuis 40 ans. La Commission a été confrontée à une occupation du territoire depuis près de 400 ans.
Fait qu'il faut composer avec ce qui existe. Fait que placer une maison en un endroit où il y en a déjà 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas de décision de la commission qui a autorisé une maison en plein champ. Bien sûr que La non. commission elle s'est fait reprocher même qu'elle est trop stricte, qu'elle n'accorde pas d'autorisation, qu'elle empêche ou qu'elle ralentit le développement. Fait que moi, à mes yeux, la commission a fait son travail. Ce que je constate, c'est que malheureusement, la pression demeure sur la zone agricole. On le constate tous. Hein. Parmi nos élites politiques puis les entrepreneurs, il y en a encore beaucoup qui voient la zone agricole, notre mine d'or, comme une réserve pour le développement futur. Vous savez qu'il y a plus que 9 demandes sur 10 qui sont présentées à la Commission de protection du territoire agricole, qui sont accompagnées d'une résolution de la municipalité qui recommande de faire droit, d'autoriser la demande d'utilisation à des fins autres de l'agriculture. Donc, les municipalités sont encore enclines à vouloir justement se servir de ce bassin-là pour faire du développement. Oui. Puis pourtant, la zone agricole est toute petite. Hein. Il y a 6,3 millions d'hectares sur un territoire du Québec qui est immense, 166 millions d'hectares. Je ne veux pas faire une capsule mathématique trop grande, mais je vais ramener ça à l'échelle humaine. On est 8 millions de population, le plus ou moins. Si on se partage le Québec aujourd'hui, on se retrouve tous avec 20,75 hectares de territoire. Le 0,75, c'est la zone agricole. Le défi, c'est donc de mettre sa maison, son usine, son commerce, ses chemins, ses tuyaux, ses fils dans le 20 hectares plutôt que dans le 0,75. Wow. C'est éloquent comme chiffre quand même. Bon, si la CMM est un peu un modèle, récemment, là, de parler, pas récemment, mais tu l'as dit, Massimo, depuis les années 2000, vous avez vraiment pris à cœur de limiter l'étalement urbain parce que vous avez des problèmes de congestion routière épouvantables qui ont été engendrés par cet étalement urbain-là qui a été permis à l'époque. Aujourd'hui, on essaie de corriger ça. Nous, on le dit, là, agrandir, élargir les autoroutes, ça ne va pas régler ça ou vraiment temporairement, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on pousse les gens à aller encore plus loin. Alors, il y a une réflexion à faire. Et dès que c'est fait, c'est plein. Il ne faut pas oublier le rôle des promoteurs dans l'aménagement du territoire. Les promoteurs ont des terres qu'ils ont achetées, ont des terrains qu'ils possèdent. Ces promoteurs-là ne sont pas toujours intéressés à les... Non, mais ne sont pas toujours intéressés à développer leur terrain maintenant parce qu'ils voient qu'il va avoir une valeur beaucoup plus importante dans 10 ou 15 ou 20 ans. Puis là, il y a des municipalités qui sont aux prises avec des promoteurs qui détiennent des parts importantes du territoire urbain, mais qui ne veulent pas bouger avec ce territoire-là. Alors là, ça fait que les municipalités sont des fois intéressées à aller vers le territoire agricole. C'est moins cher exproprier une terre agricole que d'exproprier un terrain en zone blanche, par exemple. Et ça existe encore. Mirabel est un bel exemple. Là. Ils ont exproprié des terres agricoles pour construire une gare en zone agricole. On a parlé des changements climatiques, le phénomène d'accaparement des terres, les prix élevés des terres agricoles. Moi, j'ajoute à ça aussi les pressions des accords commerciaux sur nos modes de production. M. Groslot va sûrement être d'accord avec moi là-dessus. Les problèmes que la relève rencontre aussi, entre autres en raison du prix des terres. Donc, ce sont toutes des réalités qui soit existaient dans une autre forme en 1978 ou n'existaient pas du tout. Alors, c'est clair pour moi qu'il faut qu'on est à un moment où il faut s'assurer que la Commission de protection du territoire agricole détient tous les outils juridiques nécessaires pour faire son travail comme il se doit, c'est-à-dire protéger les terres et les activités agricoles. Et là, je pense qu'il y a matière à innover à ce sujet-là. Des élus municipaux sont conscients de la valeur du territoire agricole, mais en même temps, je l'ai mentionné un peu plus tôt, leur seule source de revenus, c'est la valeur fiscale sur laquelle ils taxent. C'est la taxe sur la valeur fiscale. Bien sûr. Alors, et on peut les comprendre. Alors, les citoyens, et on a transféré aux municipalités beaucoup d'obligations. Ça leur demande des revenus. Donc, moi, en même temps, je comprends un peu ce dilemme-là dans lequel les élus municipaux sont. Mais la loi... On va peut-être les aider autrement. Il y aurait peut-être voilà. Donc, là, on parle de leur transférer 1 % de la taxe provinciale. C'est sûr il faut diversifier ou
apporter d'autres revenus aux municipalités si on veut leur confier toujours plus de responsabilités vis-à-vis de leurs citoyens. Ça, c'est... Sinon, la pression va continuer d'être très grande sur le territoire agricole. C'est sûr qu'en 1978, la loi visait le remembrement des terres agricoles parce qu'on a un territoire qui est quand même très morcelé. Puis aujourd'hui, on voit qu'avec l'agriculture, le type d'agriculture qui se développe, les petites entreprises qui sont devenues rentables par une commercialisation différente de produits plus spécifiques, eux ont besoin de plus petites surfaces. Et là, il y a un dilemme là, sur est-ce qu'on favorise ou pas le morcellement et dans quelles conditions? Parce que le morcellement aussi, on l'a vu dans d'autres États, lorsqu'on morcelle, c'est pas toujours favorable au maintien de la pratique de l'agriculture parce que ça devient des îlots qui sont plus faciles à acquérir pour quelqu'un qui veut quitter la ville, par exemple. Alors, il y a un dilemme là auquel je suis très conscient. Il faut trouver une solution à ça. Mais parfois, le morcellement ou des plus petites terres, ça permet et là, à la relève d'avoir accès à l'agriculture. Et c'est ça. Et là, il y a un modèle qui se développe qui fait la démonstration que c'est rentable et c'est possible. Donc, il faut construire. D'exercer ou d'arriver en agriculture sur de plus petites surfaces. C'est ça. Puis, c'est un des sujets sur lesquels elle disait que peut-être on pourrait prendre davantage encore en compte les spécificités régionales en matière de morcellement du territoire agricole, donc selon là où on se trouve. Mais la loi, elle est bien pourvue. Il y a, comme je disais, les défis tout à l'heure qu'on a identifiés, c'est là où il manque des outils, peut-être pour la Commission, pour réagir à des nouvelles réalités qui n'étaient pas là en 1978. Tu t'installes dans un milieu agricole, tu devrais vivre avec les conséquences de vivre dans un milieu agricole et les pratiques de l'agriculture qui pourraient éventuellement survenir. Alors, il y a comme pour la Commission là, un dilemme entre est-ce que je prends un risque de nuire aux futures activités agricoles ou j'accorde pour le développement régional ce projet-là. On est dans cette discussion-là continuellement. Et là, il y a une belle réflexion à faire sur de quelle façon on peut protéger les activités agricoles tout en permettant l'éclosion de projets comme ceux-là. La population diminue, tout le monde cherche une façon à maintenir l'activité économique dans nos régions. Et là, il y a comme un conflit apparent ou réel, je ne sais pas, entre cette volonté-là et la loi. Alors là, il y a une discussion à y avoir. Puis moi, je pense qu'il faut qu'elle ait lieu, cette discussion-là. Alors, mais autour des centres urbains, là, la loi, il faut qu'elle soit renforcée. Tant qu'à moi, là, il faut renforcer la loi autour des centres urbains, là où la pression est la plus forte, parce que c'est là où nos meilleures terres sont situées, parce que le Québec s'est développé autour pourtour des axes fluviaux. Exactement. Et c'est là que les meilleures terres étaient, c'est là que les villes s'agrandissent. Alors, c'est vraiment important de protéger ces milieux-là comme la prunelle de nos yeux. Et ça, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Si on doit s'engager collectivement à une chose, quelle serait-elle? Tiens, un tour de table, M. Liedine. Premièrement, on est dû pour une mise à jour de nos lois, toujours en gardant les fondements, c'est important, mais on est dû à une mise à jour de nos lois d'aménagement, de protection du territoire et d'autres mesures. Donc, est-ce que c'est 2.0, 3.0, 4.0? On est dû pour s'ajuster, ne serait-ce que pour intégrer dans les études d'aménagement le développement durable, les changements climatiques, réduction du GES, etc. Ça, c'est important. L'autre élément, comment on fait ça? Bien, on revient à 78. Vous vous souvenez des fameux fascicules verts? Il y avait quand même 5 fascicules verts pour préparer ces lois-là. Et on avait réfléchi collectivement. Est-ce que l'exercice d'une politique nationale, mais surtout le moyen d'en discuter, c'est pas quelque chose de réfléchir? Est-ce que c'est un sommet? Est-ce que c'est un forum? En tout cas, brasser un peu cette question-là collectivement, moi, ça m'apparaît essentiel. Ça, c'est le premier élément. Donc, la mise à jour avec un mécanisme de consultation avec la société civile, mais toujours reconnaître la protection et la mise en valeur du territoire agricole. Ça, c'est important. Puis, le deuxième élément, je pense que là, on est dû pour des moyens intéressants en termes de fiscalité municipale. Bon, la diversification des sources de revenus, je pense que tout le monde voit ça venir, mais moi, je suis à un autre niveau. On a parlé beaucoup de compensation financière quand on empiète le territoire agricole, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des compensations pour protéger le territoire agricole? Ça exige une nouvelle réflexion et ça répondrait aux préoccupations de certaines municipalités, bien certaines municipalités, pour, autrement dit, équilibrer les revenus perdus.
c'est quelque chose à explorer, c'est quelque chose à voir. Il vous reste 30 secondes. Le troisième élément, on a une table Québec municipalité, mais on n'a pas une table Québec municipalité agriculture. Est-ce qu'il ne serait pas temps là, que les ministres responsables avec le monde municipal discutent d'avenir ensemble et qu'on puisse concilier les deux lois et regarder les orientations avec une vision différente? J'en ai un quatrième. Sécurité alimentaire, c'est très important. Et quand on regarde l'avenir, puis qu'on regarde le territoire de la région métropolitaine, il est peut-être temps qu'on allie sécurité alimentaire, protection et mise en valeur des activités agricoles ensemble pour nourrir le Québec, nourrir la région métropolitaine. Protéger les terres agricoles, la meilleure façon encore de le faire, c'est de s'assurer qu'elles soient cultivées. Et ça, on a des ajouts à faire dans nos outils pour s'assurer qu'elles soient cultivées. C'est pas normal aujourd'hui qu'un promoteur achète une terre agricole et la laisse aller en friche, par exemple. On ne devrait pas permettre ça. Une terre agricole, on le dit, ça prend 1000 ans pour créer 2 cm de terre arable. La nature prend 1000 ans. Alors, ce qu'on a entre les mains, c'est inestimable et il faut être capable de le livrer aux générations futures. Une terre agricole, lorsqu'elle est perdue, c'est à tout jamais. Ce qui a été construit, asphalté, ça ne se récupère pas. C'est impossible. À moins de prendre des terres agricoles ailleurs puis de la transporter sur la terre qu'on veut remettre en usage. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience de cette valeur-là. Eh ben, non.